Fond de Latte. Je vais vous raconter l'histoire de Bruno Sulac, un braqueur mythique des années 80. Il était beau comme un dieu. Il n'a jamais tué ni blessé personne. Il n'a pris de l'argent qu'à des supermarchés et à des bijoutiers. Il s'est évadé 3 fois. C'est une histoire romanesque. Mais avant que vous ne soyez tenté d'en faire un héros, je voudrais quand même vous rappeler que quand on est caissière dans un supermarché et qu'on voit débouler un type avec un pistolet à la main qui hurle « la caisse, la caisse, la caisse », eh ben c'est un sacré traumatisme. Cette histoire, je la débrieferai avec le commissaire qui l'a traqué pendant des années, le commissaire Georges Moréas, qui est presque devenu son copain. J'exagère à peine. La voici cette histoire, je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Mathieu Frey. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Enfant, adolescent, le petit Bruno Sulac le répète du matin au soir. Je veux être un militaire, comme papa. Papa qui a combattu dans la Légion étrangère, qui a fait l'Indochine et qui en est rentré avec un bras en moins. Et donc en 1976, il a 20 ans et il entre à son tour dans l'armée, dans la Légion lui aussi, au 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi, en Corse. La Légion marche vers le fond, en chantant nos phrases. Mais la vie tient à peu de choses. 2 ans plus tard, un soir de mai 1978, il prend le ferry pour Marseille où vit sa famille sans avoir demandé de permission. Et pas de peau, le jour même, son bataillon embarque pour aller sauter sur Colbézi, au Zaïre. Une opération qui va marquer l'histoire. Et lui, lui, il n'en est pas. Pire, le voilà déserteur. Ah bah tant pis, il va devenir gangster et puis c'est tout. Quelques semaines plus tard, Bruno Sulac enchaîne avec son premier hold-up, en octobre 78, avec le frère de sa petite amie, Yves. Il débarque armé et cagoulé au supermarché Mammouth à Albi. N'ayez pas peur, hein. Nous on veut que l'argent. Et ça passe comme dans du beurre. Il vide les caisses, les coffres et... il s'enfuit au volant d'une Simca 1100 volée. Le hold-up, parfait. 193 600 francs de butin. C'est pas mal pour un débutant. Comment voulez-vous qu'il ne recommence pas? En attendant, il a décidé d'en profiter de son oseille. Il achète 2 billets d'avion pour les Baléares et part se dorer la pilule au soleil avec sa petite amie. Évidemment, quand il rentre, il a tout claqué. Alors, rebelote. En février 1979, petite parenthèse, Bruno Sulac décide de se marier avec Patricia, qui est enceinte et qui va pas tarder à accoucher. Et un mariage, que voulez-vous, ça fait des frais. Et un marmot aussi, d'ailleurs. Ça tombe bien. Sulac a repéré un supermarché Mont-Laur, près de Montpellier. Sur ce coup-là, il a prévu qu'il monte à 4. Sulac, son copain Yves, qui entre-temps est devenu son beau-frère, et 2 connaissances de Marseille. Mais au dernier moment, le bof se dégonfle. Alors Bruno fait le coup avec les 2 Marseillais. Et là aussi, ça passe. Sans accroc. Butin un peu décevant. 170 000 francs. C'est juste après que ça se gâte. Sulac rentre chez lui avec le magot et les armes dans le coffre. Et il trouve les flics sur le pas de sa porte. Bonjour monsieur, vous êtes Sulac Bruno? Ouais. Veuillez nous suivre s'il vous plaît, vous savez que vous êtes déserteur de l'armée française. Et forcément, les policiers fouillent la voiture, et forcément, ils tombent sur les bifetons et sur les armes. Et forcément, le voilà en prison. En prison,
Sulac fait des allers-retours entre la prison de Montpellier et celle d'Albi, où un juge s'intéresse à son premier braquage. Et il n'a qu'une idée en tête: s'évader. D'autant que sa femme vient d'accoucher d'une petite fille. Il a envie de la voir grandir. Normal. Et coup de peau, qui se retrouve en prison avec lui, son beau-frère, Yves, le complice idéal. S'évader de Montpellier, ça va pas être facile. Mais d'Albi, c'est peut-être faisable. Il se procure 20 mètres de fil de pêche. Et il fabrique un système de poulies pour faire rentrer de l'extérieur 4 scies à métaux et 2 talkie-walkie. Et il se met à scier patiemment les barreaux de sa cellule, en faisant le minimum de bruit, 1 à 2 mm par jour, pas plus. Et il fait la même chose dans sa cellule, lentement mais sûrement. Et maintenant, les barreaux de leurs fenêtres ne tiennent plus qu'à un cheveu. Avec un avantage pour Yves, sa cellule est au rez-de-chaussée, alors que Bruno est au premier étage. Oh, Yves, c'est ce soir. Dans la nuit du 24 juin 1980, ils retirent les barreaux et ils sautent tous les deux par la fenêtre. Ils placent une échelle et une corde contre le mur d'enceinte. Bruno passe le premier. Ça y est, il est de l'autre côté du mur, libre. Derrière, Yves est en train d'escalader quand soudain, les surveillants déclenchent l'alarme et allument leur gros projecteur. Pris dans le rond de la lumière, Yves est coincé. Il sait que les surveillants là-haut, dans les miradors, ont des fusils à lunettes. Il n'a pas le choix. Il renonce. Mais Bruno Sulac, lui, est passé. Il s'est foulé la cheville en sautant du mur, mais clopin à clopin, il rejoint son complice. Il est libre. Enfin, libre comme un mec en cavale. Hein. Pas question d'aller voir Patricia et d'aller faire des gouzou-gouzou à sa fifille. Hein. Sa petite famille devra se contenter d'un coup de téléphone. Sulac, désormais, a du pain sur la planche. Ça coûte cher, une cavale. Alors 15 jours après, il braque le supermarché de Granges-les-Valences. 230 000 francs. Ça va lui permettre de voir venir. D'autant qu'il a dégoté de faux papiers. Maintenant, il s'appelle Christophe Desbourges. À l'été 1980, un soir, Sulac est en boîte de nuit. Hé, salut beauté. Un Malibu ananas, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Tali. Comment? Tali. Et c'est le coup de foudre. Alors qu'il est marié et jeune papa. Mais qu'importe. Il est en cavale. Autant en profiter. Et il embarque Tali pour une virée à Paris. Et comme il a de la thune, il la gâte. Et comme il la gâte, elle s'attache. Et comme elle s'attache, il lui dit tout. Et je fais des braquages. C'est pour ça que j'ai de l'argent. Et elle, Tali, ça la fascine, ce beau mec et sa vie de marlou. Oui, parce que ça, je vous l'ai pas encore dit. Il est beau gosse, Sulac. Très beau gosse. Et donc, elle décide de se mettre en cavale avec lui. Et c'est comme ça qu'elle entre dans le décor. Pour le meilleur et pour le pire. Bruno est red dingue de Tali. Mais c'est un homme comme les autres. Hein. Il peut aimer à la fois sa femme et sa maîtresse. Il va donc passer quelques jours avec Patricia et la petite Amélie, c'est comme ça qu'elle s'appelle, en Périgord, dans un hôtel. 4 jours de biberon et de hareux. Et 4 jours plus tard, il retrouve Tali. Tali, c'est pas pareil. Tali et lui, c'est Bonnie and Clyde. Il veut en faire sa complice. Car il a maintenant un grand projet. Il veut faire évader Yves de la prison de Montpellier. Yves est un 2e tonnard. Et il va le faire maintenant, avec son copain Drago et avec Tali. Cette évasion, c'est une folie.
Sulac et Drago entrent dans la prison le plus simplement du monde, par le parloir, à l'heure des visites. Et ensuite, armes au poing, ils se font ouvrir les portes. Et ils trouvent tout de suite le détenu qu'ils veulent faire sortir. Mais pas Yves. Et pour cause. Il est au mitard, Yves, depuis la veille au soir. Et vous savez pourquoi il est au mitard? Dans sa cellule, il élevait une souris blanche. Et la veille, un surveillant a découvert la souris. Et il l'a écrasée sous sa botte. C'est insensible, Yves. Il a pété les plombs. Il lui a balancé une mandale. Et c'est pour ça qu'il est au mitard. Le jour de son évasion. Et ça, c'est la tuile. Le mitard, c'est le quartier le plus protégé de la prison. Ils n'arriveront jamais à le sortir de là. Et merde. Qu'importe. Sulac propose à d'autres détenus de se faire la belle. Non. Excusez-moi, mais il me reste plus qu'un à tirer. Je préfère pas prendre de risques. Tous refusent. Ok. Sulac, Drago et le copain qui sont venus libérer repartent tranquillement comme ils sont entrés, par la porte. Et ils rejoignent Tali, qui les attend pas loin. Sulac a réussi cette évasion complètement dingo. Dommage qu'Yves le beau-frère n'ait pas pu en profiter. Bruno, Tali et le détenu qu'ils ont fait sortir se mettent au frais dans une maison de La Ciotat. On est en plein mois d'août, le soleil brille, qu'ils en profitent, parce que ça va pas durer. Bruno a un nouveau projet, dans lequel il veut impliquer Tali, un supermarché casino à Oran. Et ce coup, il le prépare avec elle. Pendant quelques jours, il piste les entrées, et les sorties, et les horaires de transfert de fonds. Et ça y est, ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à. On de la raconte, la suite de votre récit. Top départ. Tali se poste à quelques centaines de mètres du magasin. Bruno lui se gare sur le parking et en 5 minutes, vous entendez 5 minutes, tout est plié. Ils entrent dans la caisse centrale. Ils passent les menottes aux caissières qui sont là. Il attrape les 2 sacs destinés aux convoyeurs de fonds et bye bye. Quand les flics débarquent, Bruno a déjà rejoint Tali. Et ils se mettent à compter le pognon. Oh, c'est un peu décevant. 100 000 francs. Mais il se console. Il a enfin trouvé l'alter ego qu'il cherchait. Tali, elle a un sang-froid incroyable. Et avec elle, il se sent pousser des ailes. Et ma chérie, avec les 5 000 du casino d'Orange, t'as conscience qu'on n'ira pas très loin. J'ai une idée, figure-toi. Et si on allait braquer pour la 2e fois le mammouth d'Albi? Ça, c'est gonflé. Mais ça marche comme sur des roulettes. Butin, 300 000 francs. Et sur la lancée 2 jours plus tard, ils enchaînent avec un supermarché de Montélimar. Sauf que sur ce coup-là, Sulac embringue un Marseillais, un toxico. Mais quelle connerie! L'autre est en stress. Il se met à braquer les clients devant les caisses. Et il menace une caissière. « Hé, toi là! Si tu bouges, je te dégomme !» Et la caissière fait une crise de nerfs. Et il aime pas ça, Sulac. Il aime pas quand c'est pas maîtrisé. C'est idiot, hein, parce que la caissière en chef était sur le point de lui ouvrir le coffre-fort, mais tant pis. Ce coup-là, il ne le sent plus. Alors il embarque le toxico et il plie les gaules, en se jurant de ne plus jamais travailler avec Cézanne. Il est comme ça, Sulac. Il fonctionne à l'intuition. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, il a l'intuition qu'il faut quitter la planque qu'il a louée à Miramas. Et Tali, ma chérie, je sais pas pourquoi, mais il faut qu'on se casse. Il faut qu'on se casse vite. Et il plie les gaules sur le champ. Bien vu. Le lendemain matin, les flics débarquent à la planque. Trop tard. Le duo est déjà loin et ils enchaînent les braquages. Albertville, Laval, Dijon, Bourg-en-Bresse. Maintenant,
ils ont suffisamment d'argent pour s'offrir des vacances au soleil. Direction le Maroc. Tanger, Casablanca, Ouarzazate, Agadir. Mais toutes les choses ont une fin, n'est-ce pas? On va rentrer à Marseille, Tali, ma chérie. Noël approche et c'est comme qui dirait la haute saison pour les braqueurs. Hein. Donc à Noël, les caisses du supermarché sont pleines à craquer. On va pas louper ça. Hein. Alors il rentre en France. Et hop, il braque un supermarché à Clermont-Ferrand. Joyeux Noël! Les voilà de retour à Marseille. Et une fois de plus, Sulac a une intuition. Nathalie, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils ont repéré notre planque. Faut qu'on se casse vite. D'accord? On fait ça demain? Ah non, non, non. On fait ça maintenant. On fait les valises et on se tire. Vous n'allez pas le croire. Ils font les valoches. Ils les collent dans le coffre de la voiture. Ils démarrent. Et dans le rétro, ils voient arriver les flics. 5 minutes de plus. Et ils étaient cuits. C'est dingue, hein? Ce sixième sens. Qui, une fois de plus, lui sauve la peau. Dingue. Le duo prend la route de Paris. Et à Paris, Sulac se débarrasse de ses faux papiers. Trop longtemps qu'il se fait appeler Christophe Desbourges. Il se fait fabriquer une nouvelle carte d'identité. Maintenant, il s'appelle Bernard Antonini. Et c'est reparti pour une tournée dans toute la France. Quetigny, Laon, Nice, des supermarchés. Uniquement des supermarchés. Ça devient un peu monomaniaque. Alors Sulac décide d'élargir son champ d'action. Et en février 1981, il s'offre une petite fantaisie. Un bureau de change à Genève, en Suisse. 800 000 francs. Et il enchaîne avec une bijouterie, place de l'Opéra, à Paris. Et une fois de plus, ça passe comme dans du beurre. Et c'est là que Sulac, qui commence à avoir pas mal de pognon de côté, décide d'apprendre à piloter un hélicoptère. Et donc, lui qui est recherché par toutes les polices de France et de Navarre, passe tranquillement son brevet de pilote sous le nom de Bernard Antonini. Forcément, il a une idée derrière la tête. Mais laquelle? On le saura jamais. Parce qu'un jour de janvier 1982, les flics débarquent à sa planque et cette fois, il a rien vu venir. Dans leur appart, les poulets tombent sur l'argent, sur les armes, sur les faux papiers. Ils sont cuits comme des petits lus. Dès son arrestation, Sulac rencontre enfin celui qui le traque depuis des années. Le commissaire Moréas de l'Antigang. La scène est surréaliste. On dirait deux vieux copains qui se retrouvent. Il y a même un moment où Sulac se retrouve à saucissonner avec tout le service, en rigolant et en parlant fort. Il y a de l'affection entre ces deux-là, Sulac et le commissaire Moréas. Et du respect aussi. C'est qu'il est sympa, Bruno. Et séduisant. Et enjôleur. Au passage, il avoue 18 braquages. Quant à Tali, elle joue la maîtresse idiote. Oh, mais je le connais à peine. Moi, j'étais au courant de rien. Hein. Et ça marche. Elle est libérée. Sulac, lui, file en prison. Et bravo, le commissaire Moréas lui laisse la montre de luxe qu'il porte au poignet, une piégée. Comme ça, il pourra la vendre en prison. Ça lui fera un peu d'oseille pour continuer. C'est la police à l'ancienne, ça. La police à papa. Aujourd'hui, pour un truc pareil, un flic se fait virer en 1 heure. Sulac est d'abord jugé pour l'évasion de Montpellier. Il prend 3 ans. Et maintenant, il faut le juger pour les braquages. Le procès est prévu à Lyon. Le transfert doit se faire en train correct, encadré par 5 gendarmes. Le train démarre et soudain, 2 hommes armés débarquent dans le wagon.
C'est son copain Steve. Et pan, il tire en l'air. Et les gendarmes ripostent. À ce moment-là, Sulac et son pote Steve tirent le signal d'alarme et il s'enfuit à travers champs. On dira ce qu'on veut. Ce type est phénoménal. C'est son copain Steve qui l'a fait évader. Eh bien, c'est avec lui que dans la foulée, il enchaîne les braquages. Avec désormais une prédilection pour les bijouteries. Tout simplement parce que depuis qu'il s'est lancé dans le bijou, avant son arrestation, il a trouvé des fourgues, des gars qui sont prêts à lui acheter les bijoux. Les 2 premiers braquages de l'après-évasion ont pour théâtre le Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Première bijouterie, écoutez bien, 9 millions de francs. Deuxième bijouterie, 8 millions et demi. Et ensuite, c'est à Cannes que ça se passe. La bijouterie Ferré, 10 millions. Sauf que là, Sulac et Steve font une bêtise. Dans la bijouterie, il y a des caméras. Ils les ont vues. Ils tirent dessus. Mais comme des idiots, ils oublient de détruire la cassette vidéo. Et cette bande vidéo permet aux flics d'identifier Steve et de découvrir au passage un truc incroyable. Steve a joué dans le film Le Professionnel avec Belmondo. Il n'a pas tenu un grand rôle, juste un petit rôle de flic, mais ça rajoute à la légende. Sulac est une star et il recrute des stars. C'est le coup d'après qui est le coup de maître de Bruno Sulac, le coup le plus gonflé qu'on ait jamais vu. En janvier 1983, il décide de se faire une bijouterie près des Champs-Élysées, la bijouterie Van Gold. Mais pas n'importe quel jour, il le fait le 21 janvier, c'est-à-dire le jour de la visite à Paris du chancelier allemand Helmut Kohl, le jour où Mitterrand a décidé de remonter les Champs-Élysées avec lui, le jour où il y aura 10 policiers au mètre carré dans le quartier. Le jour en fait où personne ne peut imaginer qu'on puisse faire un braquage. Et il y va, haut les mains, peau de lapin, et il se met 13 patates de bijoux dans la poche. Et après, après il va assister au défilé présidentiel sur les champs. Plus provoque que jamais. Le président Mitterrand et le chancelier Kohl se serrant la main. Une poignée de main, 25 ans après les accords conclus entre le général de Gaulle et M. Konrad Adenauer, qui scellait la réconciliation franco-allemande. Une semaine plus tard, nouveau coup de maître. Bruno et Steve attaquent la bijouterie Cartier de l'avenue Montaigne, à Paris. 10 millions de francs. Et là, il se passe un truc étrange. Une demi-heure plus tard, Sulac passe un coup de fil. Allô? Commissaire Moraillas? Oui, c'est moi. Bruno Sulac à l'appareil. Sulac? Mais vous êtes où? Mais je suis passé par là, commissaire, tu sais ce que c'est. Dis, Moraillas, j'aimerais bien te voir, en tête à tête, dans un bistrot que je connais. Mais tu viens seul, hein? Je te fais confiance. Ça alors? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il veut se faire mousser? Il veut entretenir la légende? On le saura jamais parce qu'aucun des deux ne va au rendez-vous. Il faut que je vous raconte maintenant un épisode qui se joue 2 jours plus tard, au Mureau, en banlieue parisienne. Les flics interceptent un jeune garçon sans permis au volant d'une voiture volée. Un beau mec, d'à peine 18 ans. Et votre nom, jeune homme? C'est quoi votre nom? C'est Delon. Anthony Delon. Le fils d'Alain Delon. Ça alors? Évidemment, les flics fouillent sa voiture. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce pistolet automatique dans la boîte à gants? Le numéro a été limé, mais c'est pas difficile de remonter l'histoire de ce pistolet. C'est un pistolet de gendarme. Et c'est l'un des 5 pistolets volés aux gendarmes qui était censé encadrer Sulac lors de son évasion du train.
D'où le jeune Delon tient-il cette arme? Il ne crachera jamais le morceau. Mais ça aussi, ça va participer au mythe Sulac. Non seulement il est beau gosse, non seulement il agit à visage découvert, non seulement sa tronche s'étale dans tous les journaux depuis des semaines, mais en plus, il a des amis dans le showbiz. C'est la classe à Dallas. Il faut absolument que je vous raconte l'un des braquages qui suit. Ça se passe à Cannes, en août 1983. Dans le viseur de Sulac, la bijouterie Cartier sur la Croisette. Pendant plusieurs semaines, il repère les allées-venues autour de la boutique. Et puis un jour, il entre dans la bijouterie déguisé en joueur de tennis, short et polo manche courte. Avec sa belle gueule, il joue le petit bourge à merveille. Ah, excusez-moi, hein. Je viens juste de faire un match, je passais devant, je me suis dit que c'était l'occasion parce que je compte acheter des bijoux. Entendu, monsieur. Le vendeur lui présente des montres, des bagues et des parures. Et le nouveau briquet de la maison Cartier en forme de panthère, serti de diamants. Il le trouve magnifique. Alors il revient le lendemain et le surlendemain, et un jour, en plein après-midi, il rafle un maximum de bijoux, et puis il prend la tangente. Valeur 40 millions de francs. C'est le plus gros coup de sa carrière. Avec tout le pognon qu'il a accumulé, Sulac se dit, il serait peut-être temps que je prenne ma retraite, non? Il se verrait bien à Rio de Janeiro, au Brésil. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Et donc, sous une fausse identité, bien sûr, il prend l'avion. Il fait d'abord étape au Canada, puis aux États-Unis, où au passage il dévalise une bijouterie Cartier à New York, faut pas perdre la main. Et quand il arrive au Brésil, ça lui plaît le Brésil. Sauf qu'il a un gros problème. Son magot, il est en France. Et son magot, pas de retraite. Donc il faut qu'il rentre. Il prend l'avion pour l'Espagne. Il passe la frontière espagnole à Biriatou, au Pays Basque. Bonjour monsieur, vos papiers s'il vous plaît. Et là il tend ses faux papiers. Et le policier s'aperçoit qu'ils sont faux. Sulac se retrouve en prison à Bayonne, sous le nom de ses faux papiers. Sauf qu'à Paris, un flic consciencieux aperçoit l'affiche de son arrestation dans un tas de procès-verbaux. Et il le reconnaît sur la photo. Il était temps, parce que 2 jours plus tard, il était libre. Et donc direction la prison de Draguignan, près de Bordeaux. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez qu'il va s'évader, encore une fois. Je vous confirme qu'il va essayer. Son copain Steve se présente un jour dans une compagnie d'hélicoptères. Bonjour monsieur. Je voudrais louer un hélicoptère pour demain avec un pilote. C'est pour faire des photos, des prises de vue. Sauf que le patron de la compagnie d'hélico l'a trouvé louche. Alors le lendemain matin, quand il se présente pour embarquer, ce sont les policiers qui l'attendent. Quand il les voit, il veut sortir son arme. Bon, les policiers l'abattent. Steve est mort. Et c'est un peu le début de la fin. Bruno Sulac, qui lui est toujours en prison, entame alors le tour des 19 tribunaux qui veulent le juger pour ses différents hold-up. Et à un moment donné, il se retrouve en prison à Fleury-Mérogis. À ce moment-là, il n'a qu'une idée, et vous la connaissez déjà. Se faire la belle, pour la 3e fois. Il a ça dans la peau. Et il a un atout. Tout le monde le trouve fascinant. Ça lui permet d'abord d'embobiner un jeune surveillant, et dans la foulée, le sous-directeur de la prison. La scène de l'évasion est incroyable. Le jeune surveillant ouvre la porte de la cellule de Sulac et le directeur adjoint le conduit à travers les couloirs vers la sortie. Mais à un moment, il bute sur une porte qui est fermée et qui n'aurait pas dû l'être. Sulac à ce moment-là panique, il voit une fenêtre, il l'ouvre et il saute et il s'écrase sur le sol, fracassé. Il est conduit à l'hôpital dans le coma, où il meurt
10 jours plus tard. Il avait 29 ans et l'une des plus belles carrières de braco de toute l'histoire. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire très romanesque de Bruno Sulac, un braqueur très célèbre des années 80, histoire que je débriefe avec le commissaire Georges Moréas, dont j'ai beaucoup parlé dans mon récit et qui était à la tête à l'époque de l'Office central de répression du banditisme, qui l'a traqué pendant des années, puis arrêté avant qu'il ne s'évade pour la deuxième fois lors de son transfert dans un train. On a vraiment de la chance de vous avoir, puisque vous avez été un acteur direct de cette histoire qui remonte quand même à il y a plus de 40 ans. Hein. Par quel mot, Georges, est-ce qu'on pourrait qualifier votre relation avec lui? Est-ce que c'est de la fascination? Est-ce que c'est de l'admiration? Est-ce que c'est de la séduction? Je crois qu'il y a un peu de tout ça. Enfin, j'étais spécialisé comme les gens avec qui je travaillais dans la lutte contre le grand banditisme, mais souvent on avait des relations non pas amicales, mais faciles avec les truands parce qu'on parlait le même langage, on se connaissait. Enfin, il y avait facilement un contact qui s'établissait en garde à vue. Mais avec celui-là, ça a été vraiment différent parce qu'en fait, c'est lui qui a fait les premiers pas en quelque sorte, qui d'entrée m'a dit salut, chapeau ou un truc comme ça. Je pensais pas que vous arriverez à m'arrêter. Enfin, des trucs comme ça. Ça a été je veux dire, il y a une relation en garde à vue qui a été d'une simplicité un peu déroutante, c'est-à-dire on se parlait comme on aurait parlé aux zinc d'un bar, pareil, quoi, voilà, c'est ça. Mais c'est rigolo, vous avez dit le premier pas. C'est un langage amoureux, ça. Il a fait le premier pas, pardon. Hein. Le premier pas dans cette relation qu'il a voulu. Est-ce qu'il y a de l'affection entre lui et vous? Non, il y a de l'affection, le mot est trop fort, mais il y avait une estime réciproque, et comme j'étais plus âgé que lui, je pense qu'il y avait une relation plutôt grand frère, voilà, c'est ça. Il aimait bien à la fois se vanter de ses exploits, et en même temps avoir l'opinion de quelqu'un qui était un spectateur privilégié, si on peut dire, de ses exploits, puisque j'étais toujours derrière lui, enfin en train de le traquer, et on était toujours vraiment derrière lui, puisqu'à chaque fois, à quelques heures ou à quelques jours près, on le perdait. Vous avez vraiment saucissonné avec lui et bu des coups? Oui, c'était pas inhabituel, parce qu'à l'époque, je veux dire, il n'y avait pas de budget pour les gardes à vue. C'est-à-dire, si on mettait pas la main à la poche, pendant 48 heures, les gens, ils n'auraient pas mangé. Hein. Donc, c'est nous qui achetions les sandwichs ou des choses comme ça. Et souvent, ça se passait plutôt bien. Il y a même des fois, on est allé au restaurant, d'ailleurs, avec des gardes à vue. Là, on a fait ça sur un coin de table, le saucisson, la bouteille de rouge ou les bières. Voilà. Et le coup de la montre piégée, Georges Moréas, elle est énorme. C'est-à-dire qu'à l'époque, un patron de l'anti-gang, ça avait une marge de manœuvre considérable. Oui, on ne peut pas comparer évidemment avec la police d'aujourd'hui, c'était différent, on était un peu en roue libre, disons. Mais là, c'était une sorte de négociation, c'est-à-dire il n'a pas avoué spontanément ses braquages, hein, donc il a fallu parler, etc. Et il a fallu faire des concessions. On a fait des concessions. Alors dans les concessions, il y avait cette montre Piaget qu'il avait au bras, qu'on avait évidemment retirée lors de la fouille. Et en fait, elle n'apparaissait pas volée nulle part. Et pour moi, elle n'était pas volée. Il l'avait vraiment achetée, celle-là, avec des sous de braquage, mais il l'avait achetée. Et l'idée, c'était de lui laisser, pour qu'il puisse avoir une possibilité de cantiner, effectivement, en prison. Voilà, c'était ça. Il m'avait dit, c'est un souvenir, je sais pas quoi. Enfin bon, ça, c'était un peu bidon, je pense. Je voudrais, Georges Moréas, qu'on parle de cette intuition qu'il a eue à plusieurs reprises qu'on allait l'arrêter, ou qu'il fallait arrêter un braquage. Comment vous expliquez ça? Il était surdoué? Ça allait très vite dans sa tête? Je pense qu'il était surtout très, très prudent, c'est-à-dire que la moindre petite chose le mettait en alerte, et
Et voilà, il se laissait aller. Il se fiait à son intuition vraiment. Alors, elle n'était pas toujours bonne. Je veux dire, nous, on connaît que ce que l'on a vécu, mais de son côté, certainement, il y a eu des fois où il s'est trompé, qu'il a eu une mauvaise intuition. Mais quand il les a eues avec nous, en tout cas, c'était des bonnes intuitions, effectivement. Voilà. C'est-à-dire que c'était pas un braqueur idiot, parce qu'il y a des braqueurs idiots. Il y a des braqueurs qui sont des brutes, pas lui. Ah oui, non, mais la plupart du temps, nous, nos clients, c'était plutôt des gens avec des fronts étroits et des épaules larges. Lui, il avait les épaules larges et il n'avait pas le front étroit. C'est-à-dire qu'il était ouvert. Il était ouvert à la société. C'est le seul braqueur que j'ai connu qui avait une vie sociale. Il avait des faux billets, il avait un domicile avec un téléphone, avec un répondeur. Il mettait jamais les pieds, mais il avait un répondeur. À l'époque, les répondeurs, c'était assez rare. C'est-à-dire qu'il pouvait donner aux gens son numéro de téléphone et il pouvait, à distance, interroger son répondeur pour avoir ses messages. C'était assez exceptionnel, je veux dire. Donc, effectivement, il a passé son brevet d'hélico. Il jouait au tennis avec des gens de la belle société, disons. Voilà, il avait cette vie et puis il fréquentait le showbiz. Il aimait bien dans les bars branchés de l'époque, l'aventure, etc. Anthony Delon, comment s'est-il retrouvé avec l'un des pistolets qui a servi à l'évasion, enfin l'un des pistolets des gendarmes au moment de l'évasion du train? C'est-à-dire, quand ils ont été arrêtés, il était avec un copain, ils ont été arrêtés un peu... c'était un délit de sa gueule, en quelque sorte. C'était trop jeune pour avoir une belle voiture. Donc les flics du numéro les ont arrêtés. Ils ont trouvé cette arme dans la boîte à gants, mais on ne savait pas d'où elle venait à l'époque. C'est la PJ de Versailles qui a pris le relais. Et nous, on a été informés un peu après. Donc on est allé chercher Anthony Delon, qu'on l'a ramené au 127 rue du Faubourg Saint-Honoré, là où il a fait ses premiers braquages de bijouterie. Si vous voyez le clin d'œil, entre parenthèses. C'était là où était le siège de l'OCRB. Et donc Anthony Delon, c'était quoi? C'était un copain à lui? C'était une relation de bar. Dans la voiture, il y avait ce pistolet, il y avait des cagoules. Enfin, pour les policiers, ils s'apprêtaient à monter sur un braquage qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs. Et après, le pistolet a été identifié comme étant celui d'un gendarme, d'un des 5 gendarmes qui se trouvaient dans le train lorsqu'ils étaient évadés. Alors pourquoi est-ce qu'il vous appelle à un moment au beau milieu de tous ces braquages? C'était simplement il y avait à la fois, je suppose qu'il venait un peu au renseignement, il faisait un peu de provocation, et puis en même temps, je crois que ça lui faisait du bien il n'y avait qu'à moi qui pouvait parler de ces braquages. Je veux dire, il ne pouvait pas s'en vanter à quelqu'un d'autre. Donc, moi, il savait que je le connaissais, que je pouvais déterminer tous les braquages, je pouvais le suivre à la trace. On le suivait à la trace, hein, parce que on l'a identifié d'ailleurs d'une manière, enfin, en dehors de sa relation très forte avec Tali, c'était quand même un bourreau des cœurs, Henri de Sulac. Donc, on a ramassé les morceaux de cœur comme si c'était des petits cailloux pour retrouver sa trace et pour l'identifier. C'est comme ça qu'on est arrivé sur lui. Alors, malgré toutes les réserves que j'ai émises au début, je dois reconnaître que de raconter sa mort a été assez touchant. Vous vous souvenez comment vous avez appris qu'il était mort? Alors, oui, en fait, j'ai appris son évasion d'abord, et là, au départ, j'ai juste entendu dire, parce que ça s'est passé à Fleury-Mérogis, tentative d'évasion de Bruno Sulac. Je me suis dit, ça y est, il a remis le couvert, en fait. Et puis, bon, après, j'ai compris que c'était grave, et donc pendant 10 jours, il a pas repris connaissance, et là, ça m'a filé un coup, effectivement, c'était... on avait tellement échangé sur des sujets autres que le banditisme ou le côté aventure d'aujourd'hui, c'est-à-dire on parlait de sport, on parlait de cinéma, on parlait d'écriture, il voulait écrire un livre, je lui dis quand tu seras sorti de prison, on va écrire ça ensemble parce que tu vas aller en prison, tu sais. Mais il me disait non, tu m'attraperas jamais. Et après l'affaire de Thionville, le braquage de Thionville qui avait failli mal tourner quand même, là il m'a appelé, il m'a dit j'arrête.
Je lui ai dit, t'arrêteras jamais parce que t'as ça dans le sang, c'est l'adrénaline, t'en as besoin. Il m'a dit, si, j'arrête. Je fais encore un ou deux coups et tu ne m'entendras plus parler de moi. Je lui ai dit, bon, tu vas me manquer, bien entendu. Mais donc, il a fait 2 braquages, il en a fait un. Il a refait Cannes et ensuite il a fait Genève. Et puis, il est parti au Brésil. Et c'est quand il est revenu, donc, qu'il a été arrêté. Et qui s'est fait ça coincer. Quand vous apprenez qu'il est dans le coma, vous n'allez quand même pas le voir en réanimation. Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il y avait le juge d'instruction avait mis des consignes très strictes. Personne ne pouvait le voir. Même sa famille n'a pas pu le voir, d'ailleurs. Donc, il était très, très, très protégé, parce que surveiller, ça serait pas le mot. Il ne fallait pas le sauver, mais il était très protégé, disons. Vous n'êtes pas allé à ses obsèques non plus? Non, pas du tout. Vous y avez pensé? J'ai pensé, mais à l'époque, je m'étais acheté un petit bateau et je me suis dit, je me suis mis en disponibilité, je suis parti sur les bateaux. En disponibilité, ça veut dire que la mort de Soulac, quelque part, consacre vous tournez une page, quoi. Oui, il n'y avait pas que ça, évidemment, mais c'est vrai que ça m'a remis en cause parce qu'on avait des discussions sur la liberté. Il me disait, je lui disais, mais tu crois que t'es libre, mais t'es pas libre, puisque un jour ou l'autre, tu vas aller en prison et tu vas y passer 10 ans, 20 ans. Et il me disait, mais toi, est-ce que tu es libre, toi? Et vraiment, c'est un truc que je me posais quand on est fonctionnaire, même dans la police, où on a une certaine liberté de manœuvre. On est quand même, c'est vrai qu'on est un peu attaché, quoi. On a des liens, on a des obligations, on a une hiérarchie, on a des contraintes, etc. Et je me suis dit, non, je suis pas tout à fait libre, alors je vais prendre un peu l'air, voilà. Ce dont on s'aperçoit en racontant cette histoire, c'est que la police en 40 ans a complètement changé. Oui, complètement. Vous avez de la nostalgie pour cette police-là? Je pense que nostalgie, vous voyez, enfin, il faut admettre que les choses changent. C'est vrai qu'il y a eu un moment dans la police où il y a eu un renversement, en quelque sorte, entre, je parle des policiers, il y avait des policiers en tenue et des policiers en civil. C'était bien réparti, chacun avait son boulot. Et puis un jour, on a dit, les policiers vont avoir des grades militaires. On a fait des lieutenants, des capitaines, des généraux, enfin, etc. Et quand on a l'habit militaire, eh bien, on a la hiérarchie militaire qui va avec, c'est-à-dire qu'en fait, on se retourne vers son supérieur et on demande qu'est-ce qu'on fait, chef? Voilà, c'est ça. C'est exactement, enfin, quand je discutais avec Bruno, je lui demandais pourquoi il était parti il avait abandonné l'armée, en quelque sorte. Ça a été compliqué, son histoire avec l'armée, parce qu'il avait voulu s'engager, comme il avait fait une petite connerie dans sa jeunesse, il avait été refusé, donc après il a fait son service militaire, et après il s'est engagé dans la Légion. Mais en fait, il n'était pas fait pour supporter la hiérarchie. Ce qu'il aimait dans l'armée, c'était l'aventure, le saut en parachute, tout ça, mais la hiérarchie, non. Voilà. Comme vous. Oui, tout à fait. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, le nom des commissaires de police qui menaient des enquêtes était connu. Vous étiez une vraie vedette. Il y avait votre photo dans les journaux. Aujourd'hui, on ne connaît plus du tout un nom de commissaire. Oui, c'est différent. C'est l'anonymat. C'est vrai que quand je vois des policiers qui se baladent avec une cagoule, ça me fait un peu mal au ventre, quoi. Mais bon, faut vivre avec son temps, c'est comme ça. Je suis très heureux d'avoir partagé tout ça avec vous, commissaire de légende. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent, vous êtes vous aussi quelqu'un de mythique dans la police de la fin des années 70 et du début des années 80. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.